Bonjour à tous et bienvenue dans Face au territoire sur TV5 Monde en direct avec nos coproducteurs diffusés sur westfrance.fr, sur nicematin.com et sur franceantilles.fr avec le léger décalage horaire dû au fuseau horaire. Cette émission est réalisée également en partenariat avec le journal 20 minutes. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Sophie Cluzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées depuis 2017. Demain, le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle vous êtes présente sur ce plateau en direct. Merci. Et vendredi et le 4 décembre, c'est le Téléthon également. Il faut le rappeler qu'ils sont deux événements très importants dans la vie de votre ministère. On en parlera tout à l'heure. L'actualité, c'est la Cour suprême des États-Unis qui pourrait restreindre, Sophie Cluzel, le droit à l'avortement. Ce sont 9 juges, dont 6 qui sont conservateurs, qui ont examiné une loi du Mississippi interdisant d'avorter après 15 semaines de grossesse. Comment vous expliquez que dans la plus grande démocratie du monde, et au moment de MeToo, au moment de ce mouvement de libération des femmes dans le monde entier, on puisse avoir ce genre de nouvelles dans la nuit ? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que c'est une remise en cause de libertés qui ont été acquises par les femmes, pour les femmes. Et je pense qu'il faut en être vigilant. Ces libertés, il faut les défendre tout le temps. On voit qu'elles peuvent être remises en cause. Et non, c'est très inquiétant parce que ce sont une cour suprême, peut-être très conservatrice, peut-être aussi avec des profils qui ne sont pas très jeunes et qui ne comprennent pas que l'importance, c'est d'écouter les avancées sociétales qui ont été faites. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment préserver nos libertés tout le temps. Donc on va suivre cette actualité aux États-Unis. Donc elle pourrait restreindre le droit à l'avortement. Ça n'est évidemment pas acquis. François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, nous rejoint dans un instant sur ce plateau. Bonjour François-Xavier Lefranc, bonjour. Vous pouvez enlever votre masque sur le plateau. Voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sophie Cluzel est notre invitée, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Nous allons démarrer avec Didier de Habreux, qui est coordinateur sécurité routière en Ille-et-Vilaine, un département que vous connaissez bien, François-Xavier Lefranc, qui est père d'une jeune fille autiste qui s'appelle Fleur. Vous allez le voir, il a une question à vous poser, Sophie Cluzel. Bruno Chiroux l'a rencontré pour Ouest France. Bonjour Madame la Secrétaire d'État. Il s'avère que beaucoup de personnes en situation de handicap sont laissées sur le bord du chemin, et notamment les jeunes entre 18 et 24 ans. Alors ils sortent du milieu scolaire ou finissent leur cursus en IME et se retrouvent sans rien, sans solution, mais surtout avec un nouveau combat devant eux, avec leur famille, pour préparer leur avenir. Alors certes, des initiatives, des dispositifs ont été mis en place par le gouvernement, mais beaucoup restent en dehors de ces dispositifs et surtout dans l'angle mort des institutions. Alors Madame la Secrétaire d'État, comment pensez-vous les trouver, ces jeunes, et les aider à être acceptés dans notre société? Merci Madame. Eh bien, je voudrais répondre au papa de Fleur que ces jeunes, c'est 16-25, même, ils font l'objet de toutes nos attentions. Pas qu'en situation de handicap, dans l'ensemble du gouvernement, un jeune, une solution, c'est bien ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait une continuité. D'abord, on va leur simplifier la vie, parce que moi, je veux automatiser tout simplement la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé quand on a été jeune, plus besoin de refaire son dossier. C'est ce que je porte dans la loi 3DS qui va bientôt passer. Il faut qu'on arrête de vous harceler administrativement, de reprouver votre situation de handicap. Ce qui a été fait sur l'école, ce que l'on veut, c'est une continuité de parcours. C'est pour ça que, par exemple, dans les centres de formation d'apprentis, les 960, on a mis un référent handicap pour prendre en compte les spécificités. Et puis, c'est aussi tout ce que l'on développe sur l'emploi accompagné, le job coaching, surtout pour les autistes, c'est exactement fait pour eux. Partout sur les territoires, des plateformes d'emploi accompagné, gratuits pour les entreprises, gratuits pour les personnes qui vont accompagner le projet professionnel pour ouvrir la porte de l'entreprise. C'est évidemment capital. Ce qu'on oublie parfois aussi, quand on connaît mal le sujet, c'est que ce sont des jeunes qui peuvent se retrouver du jour au lendemain sans relation, coupés de relations amicales, de relations régulières qu'ils avaient, et qui peuvent être extrêmement déstabilisés s'il n'y a pas de structure d'accueil pour les recevoir. Alors c'est tout l'enjeu de l'accompagnement, l'accompagnement de ces jeunes, l'accompagnement de leur famille. C'est bien pour ça que ce job coaching, il est là pour justement ne pas couper ces relations. Et puis on développe les services d'accompagnement. Il n'y a pas de limite d'âge pour être accompagné. C'est pas à 20 ans que ça s'arrête. On peut pousser les murs vraiment des accompagnements parce que ce que je veux éviter, c'est ce que le papa de Fleur nous dit, la rupture de solution. Et c'est ça qu'on veut vraiment éviter. Comment aider les parents qui sont confrontés à des montagnes de problèmes, qui peuvent se retrouver aussi très isolés? C'est très, très perturbant, très inquiétant, très douloureux. Souvent, quand on voit son enfant qui n'a pas de structure d'accueil, comment aider les parents psychologiquement également? Alors, deux choses. D'abord, un parent ne reste pas seul.
on a un tissu associatif extraordinaire en France et je le connais bien, j'en suis issue. Donc vraiment là, les associations, notamment sur l'autisme, font un travail remarquable d'accompagnement. Ne restez pas seuls. Deuxièmement, les maisons départementales des personnes handicapées, qui sont sous la responsabilité des présidents de département, travaillent justement à cet accompagnement. Et troisièmement, ce que l'on met en place, c'est les communautés 360. Et donc il y a un numéro, le 0800 360 360, pour éviter justement l'isolement, avoir ces ruptures et en fait créer du surhandicap social, parce qu'il n'y a plus cette interaction. Et puis surtout, il nous faut absolument éviter la rupture de prise en charge. Ça, c'est très important. Alors, il se trouve que le Fleur, donc cette jeune fille dont on a entendu le papa tout à l'heure, c'est une artiste. Très bien. Elle dessine, elle fait des choses superbes. Et ça m'amène à vous poser une question autour de la culture. Comment aider, comment favoriser l'implication des handicapés dans le monde culturel, comment les aider à participer à des événements culturels, comment les aider peut-être aussi à exposer eux-mêmes, comment créer ce lien dans le monde de la culture. Et on voit des dessins de Fleur derrière vous, Sophie Cluzel. Très bien. Alors, Fleur, je l'invite à rejoindre justement tous les réseaux associatifs, puisque j'étais la marraine de la Biennale Art et Handicap Mental très récemment, et on veut développer cela, vraiment, donner la parole. Deux choses. La personne handicapée, il faut qu'elle ait accès, comme tout un chacun déjà, à la connaissance de la culture. C'est pour ça qu'on a développé le Pass Culture partout avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, puisqu'on a créé vraiment le comité de pilotage, justement, pour travailler sur l'accès à la culture. L'accès à la culture, ça veut dire faire par exemple des expositions qui sont accompagnées pour le handicap, bien sûr, mental, psychique. La formation, il y a un réseau qui s'appelle le RECA, le réseau des musées, qui travaille énormément. Et je salue vraiment. J'étais pas plus tard qu'il y a un mois avec Catherine Pégard au château de Versailles, qui a mis en place des ateliers extrêmement pointus pour les personnes polyhandicapées. Parce que, justement, ces sens extrêmement développés chez les personnes qui n'ont pas la communication doivent pouvoir être exacerbés et puis surtout pratiqués. Donc ça, c'est très important. Et ouvrir, bien sûr, tous les événements, les expositions à l'ensemble des personnes handicapées. Mais je salue le travail de Fleur qui est assez remarquable. Oui, c'est beau, ils sont beaux ces dessins. C'est Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui est notre invitée ce matin sur TV5 Monde d'En Face au Territoire. Cyril Boutier, qui est le directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire également, a une question à vous poser. Madame la ministre, on l'écoute. Bonjour Madame la ministre. Les personnes en situation de handicap appellent plusieurs questions dans les Outre-mer. La première, c'est celle de la détection de certains handicaps. Je pense particulièrement à l'autisme, où il n'est pas toujours évident de poser rapidement un diagnostic. La seconde, c'est plus celle de l'accessibilité. Même si différents plans ont été mis en œuvre, on accuse toujours, notamment aux Antilles, un certain retard par rapport à la situation en métropole. Je pense notamment à l'accessibilité dans les villes de nos territoires. Quelles sont les mesures sur lesquelles vous travaillez et qui pourraient améliorer d'une part la prise en charge, d'autre part l'accessibilité ? Alors oui, il faut intervenir précocement. C'est le maître mot pour l'autisme. C'est pour ça que dans la stratégie nationale pour l'autisme, nous avons mis en place des plateformes de coordination pour repérer très tôt. Pendant trop longtemps, on a culpabilisé les familles, notamment les mères, en disant « vous avez le temps, c'est pas grave, etc. » Là, non, on agit très précocement, avec aucun reste à charge pour les familles, puisque enfin, nous prenons en charge les forfaits pour l'ergothérapie, la psychomotricité, la psychologie, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Pourquoi ils ne l'étaient pas jusqu'à présent ? Parce que c'est pas dans les prises en charge sécu, c'est uniquement l'orthophonie et les kinés. Mais là, nous prenons en charge pour qu'il y ait justement une égalité des chances pour les familles. 15 000 enfants ont bénéficié déjà de ces forfaits précoces. 40 000 enfants autistes ont pu être détectés beaucoup plus précocement et ont rejoint les bancs d'école. Et c'est pour ça qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, on crée des classes maternelles autistes qui sont très étayées, très encadrées. Justement, l'intervention précoce, c'est le maître mot. L'accessibilité, c'est l'affaire de tous finalement. C'est l'affaire de l'État évidemment, c'est aussi l'affaire des collectivités, c'est aussi l'affaire des entreprises, il faut le dire, c'est aussi l'affaire du monde scolaire. Est-ce que cette chaîne-là fonctionne bien aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de souplesse à trouver ? Parce qu'on rencontre parfois des familles qui sont confrontées à des lourdeurs administratives, à des difficultés sans nom et qui ne savent pas à quel sein se vouer. Est-ce que chacun joue bien son rôle ? Et notamment les collectivités aussi. Alors, vous parlez de l'accessibilité physique des bâtis ou l'accessibilité en général ? Les deux. L'accessibilité universelle, voilà. Moi, c'est ce terme que j'ai. C'est donc l'accessibilité pédagogique, c'est l'accessibilité physique des bâtis, des transports. C'est faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Vous l'avez très justement dit. Sur les collectivités locales,
les collectivités, nous travaillons main dans la main avec elles. Nous les accompagnons justement. J'ai mis en place les ambassadeurs d'accessibilité. Je vais bientôt rencontrer justement le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, pour pouvoir vraiment essaimer cela. Parce que ça ne démarre pas assez fort. Ça, c'est l'accessibilité du quotidien. Comment je vais aider le commerçant à se rendre accessible pour la participation. L'accessibilité universelle, dans l'école, dans l'entreprise, c'est vraiment l'enjeu de mon ministère. Pourquoi je suis rattachée auprès du Premier ministre ? C'est pour changer la donne dans toutes les politiques publiques, avec les collectivités, avec les employeurs, avec l'école, etc. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut améliorer dans l'esprit, dans la tête des décideurs de demain, à tous les niveaux, les futurs élus, les futurs dirigeants, la prise en compte du handicap qui apparaît souvent, on a souvent un peu l'impression que c'est cette chose à laquelle on pense une fois qu'on a fait tout le reste. On se dit oui, il y a le handicap. Comment améliorer ça ? Est-ce que par exemple à l'ENA, les énarques, ou ceux qui le remplaceront demain, sont solidement formés à la prise en compte du handicap dans toutes ses dimensions ? C'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur. Je vous rappelle que ça fait 20 ans qu'on se battait justement pour avoir la formation au handicap auprès des enseignants en formation initiale. C'est chose faite depuis septembre. Donc on voit bien que c'est dans les formations initiales de tout un chacun qu'il faut mettre justement cette prise en compte du handicap. Donc c'est ce que l'on fait avec les étudiants en médecine. Maintenant, dans tous les stages, dans leur cursus, ils auront des stages à faire. Il faut qu'on le fasse partout. Dans les architectes, auprès des architectes, pour qu'ils aient cette accessibilité universelle. Sur le numérique, les webmasters ne sont pas assez formés à l'accessibilité numérique universelle. Donc on est souvent en rattrapage. C'est un enjeu colossal. Tous concernés, tous mobilisés, c'est bien le tempo que j'essaye de tenir depuis 2017. C'est Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui est notre invitée ce matin sur TV5 Monde avec Ouest France, Nice Matin et France Antilles. Un collaborateur de Ouest France régulier qui est dessinateur, bien connu, Chonu, va vous poser une question à travers son dessin. C'est une tradition dans cette émission, François-Xavier. Exactement. Madame la ministre, c'est dans votre expérience personnelle que vous puisez l'énergie pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. La question que je pose, c'est pourquoi déploie-t-on autant de moyens pour construire des pistes cyclables alors que c'est un véritable parcours du combattant qui attend les personnes en situation de handicap quand elles se déplacent dans les villes. Combat de tous les jours. Comment on fait que l'accessibilité universelle est pensée partout ? Je crois beaucoup aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour améliorer l'accessibilité. Nous recevons Tony Estanguet à votre place jeudi prochain. Ah bah très bien, je le salue d'avance. C'est un combat de tout le temps. Penser accessibilité universelle, vous avez tout à fait raison. François-Xavier Lefranc, encore une question ? Justement, autour du sport, on a parlé de la culture. On aura Tony Estanguet sur ce plateau dans une semaine. On parlera des Jeux paralympiques. Mais le sport au quotidien, il y a aussi sans doute beaucoup à faire pour permettre aux personnes handicapées de vivre pleinement leurs envies de sport. Eh bien, dans le collectif gouvernemental que nous sommes, avec Roxana Maracineanu, nous avons travaillé sur un handi-guide, c'est-à-dire pour pouvoir tout simplement savoir, à côté de chez moi, dans une plateforme numérique, qu'est-ce qui est déjà accessible. Mais pas seulement l'accessibilité des bâtis. Est-ce qu'il y a des gens formés à accueillir un petit garçon autiste qui veut faire du tennis au club de tennis ? C'est du très concret, c'est ce que vous C'est voulez du dire. très concret. Et puis, c'est des 30 minutes de sport à l'école. C'est le sport ensemble, c'est-à-dire adapté et le sport ordinaire. C'est la coopération avec le médico-social dans les écoles. C'est tout ça qu'on Et on peut développe. aussi souligner le rôle important des associations, parce que beaucoup d'associations prennent des initiatives assez fabuleuses dans ce domaine-là. Exactement. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef de ce quotidien qui est le plus important dans le monde francophone. Oui, exactement, et qui organise à Nantes aujourd'hui et demain un grand rendez-vous de réflexion sur l'alimentation. C'est important. Pourquoi est-ce que les supermarchés sont pleins ? C'est parce qu'il y a des paysans qui travaillent et d'ici 5 ans, 45% des agriculteurs français auront cessé leur activité. L'agriculture va manquer de bras. Et c'est donc un sujet que nous avons développé aujourd'hui et qui est un sujet sérieux auquel tout le monde devrait s'intéresser de très près. Et puis, vous organisez à nouveau les assises économiques des Outre-mer. Oui, on parle beaucoup des Outre-mer en ce moment, avec des questions économiques extrêmement importantes, la question de la lutte contre la pauvreté, mais la question du développement économique. Et donc le 7 décembre prochain, mardi prochain, nous organisons un événement 100% digital avec les acteurs de l'ensemble des territoires ultramarins pour réfléchir à ces questions. Et l'actualité montre que ce sont des questions urgentes. Avec d'autres partenaires qu'on voit sur l'écran. Merci François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France. À jeudi prochain, dans un instant, Armelle Le Goff, de 20 minutes, nous reçoit sur ce plateau.
Bonjour Armelle Le Goff et merci d'inaugurer la présence de 20 minutes dans cette émission. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons venir à des questions liées toujours au secteur ministériel de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui est notre invitée ce matin. Mais tout de suite, Denis Caro, qui est directeur des rédactions de Nice Matin, a une question à vous poser en duplex de Nice. On l'écoute. Bonjour Sophie Cluzel. Les femmes handicapées sont particulièrement exposées aux violences et particulièrement aux violences sexuelles. C'est ce qu'a démontré une étude effectuée récemment en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ce phénomène est suffisamment pris en compte et de quelle manière pourrait-on améliorer la situation ? Bonjour Monsieur Caro, vous avez raison, ça fait l'objet de toutes mes attentions, de toutes nos attentions. Avec Elisabeth Moreno, nous étions encore à l'Assemblée nationale avec une grosse table ronde. Cette enquête, elle a mis en lumière des choses que nous connaissons, sur lesquelles nous agissons. Formation dans les établissements médico-sociaux. J'ai envoyé une circulaire il y a 2 ans très précisément pour que l'on fasse vraiment conscience de ça. La feuille de route de la santé sexuelle est très importante pour éviter justement ces violences, parce que beaucoup de femmes n'ont pas conscience qu'elles sont violentées, notamment les femmes autistes. Nous travaillons donc avec l'Association des femmes autistes francophones, avec Femmes pour le dire, Femmes pour agir, pour améliorer la formation, l'information et la prise de conscience de ces femmes. Armelle Le Goff, avec le Covid-19, évidemment, qui est aussi présent dans ces secteurs-là. Oui, dans l'actualité. Bonjour Madame la Ministre. On entre dans une 5e vague épidémique. Or, lors des vagues précédentes, certaines associations se sont inquiétées concernant la prise en charge des personnes handicapées. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Les personnes handicapées ont fait l'objet de toute mon attention dès le premier confinement. Elles ont été prioritaires pour la reprise d'école, elles ont été prioritaires pour la vaccination. Donc moi, je n'ai qu'un mot, faites vraiment attention au rappel, ça c'est très important, et nous nous mettons vraiment en ordre de marche. Leur dire aussi quelles sont toutes nos attentions, puisque nous avons tout de suite financé les masques inclusifs, par exemple pour les personnes sourdes, pour pas qu'il y ait de rupture et d'éloignement. Travailler aussi sur les adaptations qui ont été faites pour les personnes autistes. Donc voilà, on a fait feu de tout bois. Je leur dis, vous êtes l'attention du gouvernement parce que, bien sûr, il y a des vulnérabilités plus importantes, des comorbidités importantes aussi, notamment pour les personnes trisomiques, pour les personnes qui ont de l'obésité. Donc il faut absolument faire cette 3e dose. C'est très important. Ce rappel est important. Il est développé partout, en accès avec les agences régionales de santé dans les établissements, mais il faut aller vers aussi des personnes isolées. Et la vaccination, même pour les enfants vulnérables, justement, comme le recommande la Haute Autorité de Santé ? Bien sûr, nous irons dans les établissements médico-sociaux pour les enfants, pour aller vers la vaccination de ceux qui font partie de la liste des personnes à risque. 20 minutes et partenaire de cette émission ce matin avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, et un lecteur de 20 minutes, Jérôme Auriol, qui habite Strasbourg, a une question pour vous, Sophie Cluzel. On l'écoute. Bonjour Madame la Ministre. J'ai rempli un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées pour faire reconnaître un handicap. Le délai annoncé pour le traitement du dossier est de 4 mois et demi. J'ai envoyé mon dossier au mois de décembre dernier et je n'ai toujours pas de nouvelles. Trouvez-vous cela normal ? Bien sûr que non, je ne trouve ça complètement anormal. C'est bien pour ça qu'avec les départements qui sont responsables des maisons départementales des personnes handicapées, on a fait un baromètre, on a travaillé, j'ai remis de l'argent sur les systèmes informatiques et on s'est fixé comme objectif de descendre en dessous de 4 mois pour l'ensemble des dossiers et en dessous de 3 mois pour les demandes d'allocation adultes handicapés. D'où venaient ces délais-là ? C'est quoi ? C'est très variable, parce que parfois le système informatique n'a pas été à la hauteur, parce que parfois il manque on a un problème aussi de structure de temps médicaux pour pouvoir étudier les dossiers, notamment pour les dossiers avec handicap psy, autisme. Mais là, c'est pas normal. Depuis décembre, ça veut dire que c'est presque 1 an. Donc je vous le dis, écrivez à votre président du département, nous pousserons, nous irons voir à Strasbourg s'il y a une particularité sur cette maison du handicap. Et ce baromètre permet, vous, de mesurer les avancées des autres. C'est possible ailleurs, c'est possible dans certains coins de France, il faut que ça soit possible partout. Moi, je suis en effet la ministre des personnes partout sur le territoire français. Donc nous y veillerons ensemble. Armelle Le Goff. Il y a ces lourdeurs administratives qui pèsent sur le monde du handicap. Vous menez beaucoup d'actions pour changer le regard sur le handicap et l'inclusion des personnes handicapées. Pour autant, aujourd'hui, seulement 3,8% des salariés du privé sont porteurs de handicap. Pourquoi ? Pourquoi ce chiffre si faible ? Alors c'est un quota de 6% qui date depuis 30 ans, eh bien parce qu'il faut d'abord faire monter en qualification les personnes handicapées, il faut accompagner les entreprises. Moi je dis qu'il n'y a aucun employeur malveillant, ils sont souvent démunis. C'est pour ça qu'on a mis dans une prime d'aide à l'emploi
4 000 € pour tous CDD signés là, depuis 3 mois. On est à 26 000 contrats, 60% en CDI. Donc ce coup de pouce, il est aussi producteur de résultats. Le dispositif du job coaching, l'information, le Duo Day qu'on a fait la semaine dernière, avec 32 000 offres de duo. Voilà, c'est tout ça qui peut changer la donne et surtout embarquer avec le manifeste inclusion l'implication des dirigeants. C'est comme ça qu'on y arrivera plus vite et plus fort. Voilà, et Clément Daudin, qui a 25 ans, a passé beaucoup d'entretiens sans trouver de job. Il a une question à vous poser. Bonjour, je m'appelle Clément Daudin, j'ai 25 ans, je suis à la recherche d'un emploi. J'ai envoyé plus de 100 candidatures avec plusieurs entretiens sans qu'une réponse positive. Ma question pour Madame la Ministre, est-ce qu'à l'avenir, il va y avoir plus de postes réservés qu'aux personnes handicapées ? Alors, nous travaillons justement pour que les personnes handicapées puissent accéder comme tout un chacun au monde du travail. Ce que je dis à Clément, 2 choses. D'abord, il faut savoir parler de son handicap, de ses besoins spécifiques. Parce que les employeurs cherchent aussi des personnes handicapées, des talents. L'expliquer mieux ? Oui, l'expliquer. Déjà, est-ce qu'il faut le mettre sur son CV ? Je dis oui, parce que c'est toute la libération de la parole qu'on est en train de travailler. Moi, les personnes handicapées, les employeurs me disent, on voudrait bien, mais on ne trouve pas de talent. Donc, je dis à Clément, ne restez pas tout seul. Faites-vous accompagner par justement les dispositifs d'emploi accompagné qu'on met pour peut-être vous aider à pousser mieux les portes. Et je suis sûre que vous allez arriver à trouver parce que vous avez des talents. Il faut juste les mettre peut-être mieux en accompagnement dans les entretiens de recrutement, ce qui est compliqué. Et c'est comme ça qu'on y arrivera ensemble. Armelle Le Goff. Je crois qu'on a une question aussi sur l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées qui peut être aussi un recours pour entrer sur le marché du travail, intégrer le marché du travail. C'est très important parce que ça peut permettre aussi de choisir son rythme selon son handicap. Et donc, nous soutenons bien sûr H-Up Entrepreneurs, mais pas que. Et nous travaillons aussi pour leur améliorer l'accès au crédit, l'accès aux assurances, qui est un vrai blocage. Et je pense que c'est tout à fait un levier important d'accéder au marché du travail, comme peut-être aussi l'intérim. On développe des entreprises adaptées de travail intérimaire. C'est aussi une façon de pouvoir rentrer dans l'entreprise ou dans le monde du travail. Morgane Legrand, qui est malvoyante, animatrice d'une émission de télévision qui s'appelle Avec les yeux de Morgane sur TV78. Notre partenaire coproducteur, la chaîne des Yvelines, dirigée par Thierry Barbedette, qui est d'ailleurs sur le plateau avec nous, a une question à vous poser, Madame la Ministre. On l'écoute. J'ai une question à vous adresser. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est toujours plus élevé que celui des valides, et ce, en dépit de plusieurs initiatives. Alors, l'entrepreneuriat est-il une solution à prendre en considération pour redistribuer les cartes ? Et surtout, est-ce qu'il y a des aides, du soutien ? Bien sûr qu'il y a des aides et des soutiens, mais ce qu'il faut, c'est donner l'information. Et c'est ça qui nous manque dans notre pays, c'est l'accès à l'information. C'est pour ça qu'on fait une plateforme. C'est paradoxal avec tout ce qui existe aujourd'hui de moyens sur Internet et partout. Bien sûr, mais c'est que c'est encore éparpillé. C'est pour ça qu'on fait une seule porte d'entrée. Avec les entreprises s'engagent, on aura une plateforme numérique justement pour pouvoir donner toutes ces aides. Il faut qu'on cartographie au plus près des bassins d'emploi, de là où vivent les personnes. Donc oui, Morgane, l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées est un vrai levier d'accéder au marché du travail et on va vous accompagner pour le développer. Rapprochez-vous de l'association H-Up Entrepreneurs. H-Up Entrepreneurs qui accompagne justement tous ces start-upers handicapés qui veulent accéder à l'entrepreneuriat. Armelle Le Goff. L'inclusion, c'est aussi considérer les personnes handicapées comme des individus à part entière. Alors pourquoi l'AAH n'est-elle toujours pas déconjugalisée comme le demandent beaucoup d'associations et beaucoup d'acteurs du monde du handicap ? Alors oui, c'est un sujet qui est porté par les associations. L'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, qui a été rehaussée à 900 € avec 2 milliards d'investissements sur ce quinquennat, et suit les mêmes règles que tous les minima sociaux, c'est-à-dire qu'il y a la solidarité familiale, et c'est-à-dire qu'on prend en compte le couple, les revenus du foyer, pour calculer l'allocation. Et elle est différentielle aussi selon les revenus du travail. Donc moi j'entends cette revendication des associations. J'ai entendu tout de suite en relevant le plafond parce qu'en effet nous avons changé le mode de calcul et là 120 000 personnes en couple vont avoir tout de suite dès le 1er janvier une amélioration de l'AAH quand ils sont en couple par rapport à leurs besoins. Mais moi je dis justement ce sont des citoyens à part entière. Donc posons-nous les questions sur tous les minima sociaux. Aussi bien bien sûr le RSA, l'AAH et puis l'APA qui sont pour les personnes âgées qui sont calculés de la même
même façon. C'est un vrai sujet de société. Est-ce qu'on individualise nos minima sociaux et à ce moment-là, comment on va les financer? Donc, je pense que c'est sociétalement, c'est un sujet à porter pour les années à venir de façon importante. Et je rappelle que l'allocation adulte handicapé existe, mais c'est aussi la prestation de compensation du handicap qui, elle, est individualisée selon les besoins de la personne, aide technique, aide humaine, aide financière. Je voudrais maintenant aborder la question des aidants, qui sont nombreux à venir en aide à un conjoint, à un parent, à un enfant qui est porteur de handicap. Pourquoi, et c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui de plus en plus, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas cela comme une activité à part entière? Parce qu'on sait que c'est extrêmement prenant, que ça peut demander du temps. Accompagner son enfant chez le médecin, ça prend du temps sur son temps de travail aussi. Alors, on a mis le congé proche aidant en place. Et merci de me donner l'occasion d'en refaire la promotion parce qu'il n'est pas assez connu. Donc, c'est 3 mois de bon de tirage qu'on peut prendre dans sa vie professionnelle pour concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on risque? On risque du burn-out, on cache, on fait un arrêt maladie. Non, là maintenant, c'est beaucoup plus confortable dans le dialogue avec son employeur. C'est rémunéré au niveau du SMIC, on l'a rehaussé au 1er janvier. C'est pas assez connu, donc merci de m'en faire la promotion. Vous pouvez dialoguer avec votre employeur. Et là, les aidants font l'objet de toute mon attention. 8 millions d'aidants, c'est des piliers de la société, il faut qu'on les accompagne. Autre sujet d'accompagnement, les AESH, qui sont au nombre de 125 000, dont de la même façon le statut a été très revalorisé. AESH qui viennent en aide aux enfants. Accompagnants d'élèves en situation de handicap. Qui viennent en aide aux enfants qui sont en situation de handicap dans les écoles. Ils ont toujours des revendications concernant leur statut qu'ils jugent trop précaire, trop fragile. Comment faire en sorte que ce maillon essentiel de l'école de l'inclusion se sente totalement valorisé et à sa place? D'abord, je voudrais leur dire, les saluer sur le travail qu'ils font. Il y a eu 35% de plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap depuis 2017. Ils sont tous en statut éducation nationale. Quand nous sommes arrivés, il y avait 60% en contrat aidé. Donc ça s'améliore. J'entends que ça ne va pas assez vite. Ils font l'objet du dialogue social au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il faut qu'on travaille à améliorer leur formation, des formations conjointes avec les enseignants, mais aussi avec le médico-social. Certains deviennent AESH ressources, donc on sont plus payés parce qu'il y a plus de temps horaire. En fait, la problématique, elle est là. Mais je voudrais dire vraiment que nous travaillons avec eux sur leur formation, sur l'amélioration de leur temps de travail, qui est le lien majeur. Et puis aussi, on a vraiment besoin de ces personnels qui sont extrêmement performants auprès des élèves en situation de handicap. Et puis Armelle Le Goff, 20 minutes à consacrer un hors-série sur le handicap. Ce sont des opérations que vous allez régulièrement mener à nouveau. Tous les ans, effectivement, oui. Et puis vous êtes interviewé dans ce numéro. Des signes d'amélioration, c'est positif ce titre? Oui, c'est positif. Après, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, sur les violences sexuelles, des choses qui n'ont pas encore avancé beaucoup dans le monde du handicap. On se demande quand même pourquoi le handicap n'a pas fait son MeToo, parce qu'on sait que c'est quand même un lieu de violence sexuelle potentiellement. Ça, c'est les associations qui doivent le porter. Donc moi, je suis aux côtés des associations. Je travaille avec elles. On a mis des groupes de travail, associations de femmes et associations spécialistes du handicap pour justement accompagner les femmes qui veulent sortir de cette emprise, très important. Et il y a encore du travail, bien sûr. On a formé au recueil de la parole avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, mais voilà, il y a encore du temps. Cette prise de conscience, il faut qu'elle arrive. Merci beaucoup. Cluzel. On continue avec vous dans un instant. Merci Armelle Le Goff et revenez vite sur ce plateau. Vous êtes la directrice. Et je voudrais saluer l'implication de 20 minutes, vraiment, sur ce sujet. Alors, on salue l'application de 20 minutes et on remercie Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, notre partenaire pour cette émission. Dans un instant, les questions internationales. Sylvia Garcia sur ce plateau. Bonjour Sylvia Garcia, vous êtes journaliste à TV5 Monde, vous présentez le 64 minutes sur cette chaîne, ici même, et vous avez des questions à poser à Sophie Cluzel. Évidemment, c'est les Nations Unies qui nous ont interpellés récemment. En août, les Nations Unies auditionnaient la France. Dans ses conclusions, l'ONU invite la France à se mettre en conformité avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Le pays des droits de l'homme, on prend un petit peu pour son grade ? Alors, je pense que j'ai eu 3 auditions, 3 temps d'audition.
On n'a pas attendu l'ONU pour avancer, hein, notamment la grande campagne nationale de sensibilisation du handicap qui était programmée il y a 2 ans, mais avec la crise sanitaire, on a dû la retarder. C'était un des sujets qu'elle pointait, la participation des personnes. Eh bien, j'ai fait une grande rénovation du Conseil national consultatif des personnes handicapées pour qu'il y ait une meilleure représentation des personnes. Après, l'ONU, je pense, n'a pas tout entendu aussi, hein, toutes les réponses qu'on a pu faire. Alors, l'ONU vous a félicité, hein, vu qu'il y avait des progrès, mais il y a des mais quand même. Et c'est un peu ce que l'ONU a pointé du doigt. Ça ne va pas assez vite. Alors c'est bien pour ça que le président de la République l'a développé comme grande cause, hein, priorité du quinquennat, et a rattaché mon secrétaire d'État auprès du Premier ministre. C'est comme ça qu'on change la donne dans toutes les politiques de droit commun. Donc c'est beaucoup plus transformateur que d'avoir une grande loi handicap Cluzel, peut-être au détriment de la connaissance même du handicap, mais c'est comme ça qu'on change la donne. La loi sur le travail, la loi sur l'école, c'est comme ça qu'on va en profondeur changer nos... Mais une approche un petit peu trop médicale et pas assez centrée sur les droits de l'homme. Voilà ce que vous dit l'ONU. Eh bien pourtant, le fait d'être attaché auprès du Premier ministre, nous avons remis les personnes handicapées majeures sous leur droit de vote. C'était attendu depuis 30 ans. C'est une grande avancée. Maintenant, il faut qu'elles soient éligibles aussi. Et là, je fais appel, je veux dire, à toutes les instances politiques, encourager l'implication des personnes handicapées. Et puis, nous travaillons aussi sur le choix de vie. C'est ça qui m'importe énormément. C'est-à-dire démultiplier les choix de vie, notamment dans l'habitat inclusif qu'on a développé. Avant, c'était tout collectif ou tout seul. Là, maintenant, on peut avoir un projet de vie partagé. À aussi prendre en compte ceux qui ont le besoin les plus spécifiques, comme les polyhandicapés ou les autistes sévères. Donc voilà, je pense qu'on a avancé, qu'on n'aille pas assez vite, je l'entends, mais on travaille ardemment avec les personnes elles-mêmes. Et puis Sylvia Garcia, il y a des pays en Europe où ça se passe beaucoup mieux. Alors il y a des pays en Europe, en tout cas, vers lesquels les handicapés en France se tournent. C'est le cas de la Belgique, notamment le voisin qui se trouve au nord. 8000 personnes, dont 1500 enfants, ont trouvé refuge en Belgique, dans des institutions. Malgré plusieurs scandales de maltraitance, les départs n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. En 2019, je passe l'année de la pandémie, mais en 2019, 550 enfants et adultes partis, faute d'avoir trouvé une place en France. Est-ce que l'État français se défausse encore aujourd'hui? Absolument pas, justement, parce qu'on a mis un moratoire pour les enfants. Plus aucun enfant qui ne le souhaite pas, enfin parents qui ne le souhaitent pas, partent en Belgique. Non, ça c'était il y a 2016 pour les enfants. Et les adultes, j'ai mis un moratoire en février de l'année dernière pour stopper cela. Ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des établissements spécialisés qui peut-être ont plus de facilité d'abord de travailler 365 jours. J'ai 90 millions de budget sanctuarisé pour sortir les places beaucoup plus vite, au plus près des territoires. Combien de places? On parle de quel 1800 places qui ont déjà été créées. Nous avons aussi fermé 2 établissements avec mon homologue wallonne, avec qui je travaille très bien, qui a aussi cette prise de conscience, parce qu'il y avait de la maltraitance. Nous avons immédiatement rapatrié plus de 75 adultes et on a trouvé des solutions. C'est l'affaire de tous. J'ai besoin des collectivités territoriales, bien sûr, départementales, puisque sur les adultes, ils sont en responsabilité sur le logement. Donc c'est un travail vraiment sur mesure. Les budgets sont là, il faut qu'on aille plus vite et j'ai besoin des organismes gestionnaires qui sont financés pour 14 milliards par la France, en France, pour sortir les places encore plus vite. Une question sur ce fameux millefeuille administratif dont on parle beaucoup. Il perturbe votre politique et votre volonté? Il est co-construit. Donc, moi, l'État peut beaucoup, mais seul, je n'y arriverai pas si les départements, justement, s'impliquent. Et c'est le cas. J'ai des laboratoires, vraiment, et je tiens à saluer, par exemple, le président des départements, pas des régions, pas des intercos. C'est surtout les départements qui sont en chef de file des politiques de solidarité avec lesquelles j'ai énormément de travail en co-construction. Et je salue l'Association des départements de France, qui, avec le président Sauvadet, qui s'est réinscrit dans la même mouvance que j'avais signée avec le président Bussereau. Donc l'implication, elle est réelle. Il faut qu'on aille plus vite. Plus vite, et puis surtout, on va être concret. Admettons, je suis le parent d'un enfant autiste aujourd'hui. Oui. On me dit, la Belgique, non. Restez plutôt en France. Vous parlez de la création de 1800 places. Il y a 45 000 personnes en attente. Non, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, excusez-moi. Alors combien? Dites-moi. Non, il n'y a pas 45 000 personnes en attente. On a une idée on a combien de familles sont en attente de places on a 8 000 personnes qui sont ce qu'on appelle en amendement Creton, dans les États, 6 000 personnes en amendement Creton, c'est-à-dire qui ont dépassé l'âge des 20 ans. Michel Creton, l'acteur qui s'était beaucoup impliqué, Exactement. qui s'est beaucoup impliqué. Exactement. Et donc ça c'est une vraie réalité. Et puis après, on ne veut laisser personne au bord du chemin. Donc ils sont pris en charge, mais pas dans l'idéal de la solution. C'est pour ça que je développe l'habitat inclusif, c'est pour ça que je développe le job coaching, c'est pour ça que nous développons les unités résidentielles pour autistes sévères. Mais ça veut dire qu'il faut sortir
Quel conseil vous donnez vous aujourd'hui comme ministre? Ne restez pas seul. Je redis le numéro d'accompagnement, le 0800 360 360. Les maisons départementales des personnes handicapées sont là pour travailler avec vous. C'est l'affaire de tous. Je veux dire, une seule association ne s'en sortira pas. On l'a bien vu pendant le confinement, elles ont fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que je travaille avec elles sur cette méthode différente, de se dire que peut-être là, il y a une place dans tel établissement spécialisé. On va renforcer l'équipe pour pouvoir accueillir. Et puis surtout, il faut que dans le droit commun, grâce à l'habitat inclusif, on trouve des solutions de logement accompagnées autant que de besoin. Cette journée mondiale des personnes handicapées, c'est important. C'est important, c'est une journée qui va nous permettre de faire des gestes mémoriels importants, puisque nous c'est demain, je rappelle. C'est demain, nous aurons un geste très important pour moi que l'on fait depuis 2017 avec Charles Gardou, déposer une gerbe sur la plaque sur le parvis des droits de l'homme. Je rappelle que 45 000 personnes handicapées, notamment psychiques, ont été abandonnées dans les hôpitaux psychiatriques lors de l'occupation. Donc là, c'est un geste fort. On aura la mise en place de la statue L'homme qui roule en face de l'homme qui marche à l'UNESCO. Et je trouve que c'est un très beau symbole de rapprocher ces mondes. Et puis voilà, on a la campagne nationale de sensibilisation du handicap. Il faut vraiment, c'est la journée de la citoyenneté des personnes handicapées. En tout cas, merci de me donner l'occasion de le rappeler et de dire que je comprends bien qu'il y a encore du chemin et que je serai aux côtés des personnes handicapées, quoi qu'il arrive, pour avancer encore plus vite et plus fort. J'ai bien entendu. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci Sylvia Garcia. On va passer à des questions un peu plus politiques, car vous êtes aussi une femme politique. On l'a bien vu au dernier régional, vous êtes effacée devant Renaud Muselier, le candidat donc, qui est devenu président de la région Sud, et Guilhem Ricavi, qui est le directeur des rédactions de la Provence, a une question à vous poser. On l'écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour Sophie Cluzel. Renaud Muselier a annoncé qu'il quittait les Républicains il y a quelques jours. Vous comprenez cette décision et est-ce que ça ne va pas déstabiliser totalement l'échiquier politique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Je pense que l'échiquier, il a déjà bougé en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, je tiens à saluer cette décision de Renaud Muselier. Je l'invite justement à venir rejoindre ce ensemble citoyen avec, par exemple, le parti Horizon, puisque Christian Estrosi l'a annoncé. Mais vous avez des conversations avec lui, Renaud Muselier? Vous pas parlez ces avec derniers lui? temps. Non, pas ces derniers temps. J'ai des conversations avec mes colistiers qui ont intégré justement la liste de la région et qui font un travail remarquable et tout se passe très bien. Donc, je veux dire que ce travail de coopération, de collaboration, c'est une réalité sur le terrain au service des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, est-ce que vous avez des ambitions politiques dans cette région où vous avez été élu? Est-ce que vous voulez continuer la politique après, j'allais dire, votre mission ministérielle particulière? Au service des personnes handicapées. Moi, je suis là depuis 2017 dans ce gouvernement. J'ai des feuilles de route des chantiers de fond que je souhaite vraiment mener jusqu'au bout. Donc, on est vraiment dans l'action. Là, dans l'exécution, j'ai une somme de déplacement colossale. J'espère pouvoir aller aux Antilles très prochainement. J'étais obligée d'annuler 2 fois, 3 fois. Et je salue vraiment les ultramarins qui sont nos partenaires de France Antilles. Exactement. Donc voilà, énormément de travail. On aura la présidence française de l'Union européenne. Je vais avoir une très grosse journée à préparer avec tous mes homologues européens le 9 mars, donc avec des sujets qui seront l'emploi, la citoyenneté, les avancées sur l'autisme. La politique locale, ou alors on va dire, oser le terme, politicienne, etc., vous paraît très éloignée de ce que vous avez à faire dans les années qui viennent? Ou la région reste quand même la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je me suis dépassée, je me suis effacée. Voilà, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je salue tous les habitants, mais non. Vous considérez que vous vous êtes effacée? Je pense que je me suis appliquée à moi-même ce que je prône, c'est-à-dire le dépassement de soi au service justement du rassemblement. C'est ce qui a été fait, puisque forcément maintenant nous avons 18 conseillers régionaux de la majorité présidentielle sur cette liste. Tout le monde travaille très bien ensemble au service de la politique locale. Et c'est ça le plus important, des habitants. Est-ce que votre département ministériel fait l'objet d'une forme d'unanimité? Ah oui, je pense que sincèrement... Pas simplement au sein du gouvernement, je pensais, disons, dans le paysage politique. Est-ce que le handicap est assez fédérateur de l'ensemble des... Et de toute façon, moi je travaille avec notamment... C'est une des rares choses qu'il est encore?
Dans la vie politique? Non, par exemple, l'égalité femmes-hommes aussi est très fédérateur. Non, il y a beaucoup de sujets gouvernementaux qui sont fédérateurs sur la façon dont on peut le porter en territoire. Moi, je travaille avec tous les élus locaux de tous bords, qu'ils soient maires, présidents de département, présidents de région, puisque de toute façon, encore une fois, sur ce sujet-là, c'est la responsabilité populationnelle collective qui fonctionnera. Et puis au sein du gouvernement, non, je pense que nous avons 5 comités interministériels du handicap sous l'égide du Premier ministre depuis 2017. Et tout le monde a une feuille de route extrêmement précise et largement participé, par exemple, au DIOD. C'est pas que symbolique, c'est vraiment aussi de l'action. Merci beaucoup, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, d'avoir été notre invitée ce matin sur TV5 Monde en direct. La veille de cette journée internationale des personnes handicapées et la veille du Téléthon, c'est important aussi, il faudra donner pour aider. Merci beaucoup. La semaine prochaine, donc, Tony Estanguet, le président de Paris 2024, les Jeux Olympiques. 1000 jours. 1000 jours avant les Jeux Olympiques. Merci Sylvia Garcia. Au revoir à tous, les programmes continuent sur TV5 Monde.